Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte Jean-François Sénéchal, bienvenue à IA Café, votre enquête sur les enjeux éthiques et sociaux de la recherche en intelligence artificielle. Comment allez-vous cette semaine? Écoutez, cette semaine, je vous propose de prendre on va prendre un café, mais un vieux café recyclé. Non, non, sans blague. Dans cet épisode, ça va être du recyclé au sens où je vous propose une entrevue que j'ai faite dans le cadre d'un autre événement que je suis en train d'organiser. Ce sera le 1er mai. Donc, c'est une entrevue avec Laure Soulier. Donc, Laure, c'est une experte en intelligence artificielle, évidemment, là, sinon je ne vous présenterai pas ça ici. Mais avec Laure, nous avons parlé des enjeux techniques et sociaux de l'intelligence artificielle. Mais je vais cibler avec elle, vous allez le voir, vous allez l'entendre plutôt dans l'entrevue, je vais cibler des thèmes que nous allons aborder dans le cadre d'un panel que nous allons présenter ici à l'Université Laval dans le cadre de la semaine sur la conduite responsable en recherche. Donc, chaque année, là, on organise une semaine sur la conduite responsable. On choisit des thèmes. Et vous allez voir que le thème cette année il risque de vous intéresser et de vous passionner. Le panel plutôt sera présenté le lundi 1er mai, je le disais. Le titre du panel en question, écoutez bien ça, ChatGPT, mais évidemment, ChatGPT. Le titre donc, ChatGPT, hyper-trucage et intelligence artificielle, 2 points, le vrai du faux. Donc, vous voyez un peu où on s'en va avec ça. Avouez que c'est quand même intéressant comme titre. Donc, je sais là, qu'on parle beaucoup de ChatGPT, d'ailleurs, dans les médias partout. Là. Peut-être que vous êtes comme moi un peu ressenté une forme de fatigue à force de voir tous ces publications liées à ChatGPT. C'est comme si on réduisait l'intelligence artificielle à ce seul outil. Là. Il y a quelque chose d'un peu déprimant dans tout ça. Mais justement, nous allons nous en sortir de tout ça, puis on va aller sur un autre terrain. C'est le terrain de la recherche académique et universitaire. Donc, vous le savez, en recherche, nous sommes plongés dans un monde très compétitif. Donc, c'est ça. Je pense que l'angle qui est intéressant pour nous, c'est de parler de ChatGPT, mais pas juste en enseignement, mais en recherche. Donc, je le disais, là, si vous faites de la recherche, vous le savez, là, on est plongé ou si vous êtes impliqué de près ou de loin avec le monde de la recherche, il y a toutes sortes de pressions. C'est un monde qui est quand même très compétitif. Les pressions de publication, de production, là, c'est parfois très intense. Donc, c'est facile d'imaginer que certains peuvent être tentés de mentir un peu, de tourner les coins ronds, d'inventer peut-être quelques données de recherche plus enthousiasmantes. Certains peuvent être tentés, quoi d'autre, de modifier peut-être les résultats de la recherche ou d'une image qui est pas assez intéressante. Donc, ces problèmes, c'est pas nouveau, là. Donc, c'est malheureusement bien documenté, puis ça existe depuis les 50 dernières années, ça ne cesse de croître. Ça reste petit, là. Je dis pas que toute la recherche, on fait tous ce genre, on pose tous ce genre de gestes, là. Donc, c'est quand même assez rare comme occurrence. Mais quand même, ça ne cesse de croître, les pressions augmentent, puis c'est ça, on a une réponse qui est proportionnelle, je dirais, à ces pressions. Puis, tout ça existait bien avant ChatGPT. Donc, ChatGPT, intelligence artificielle, on le voit, le potentiel, il est immense aussi en recherche. Mais ce qu'on craint, du moins parmi les préoccupations les plus importantes, certains craignent que ces nouveaux outils en intelligence artificielle puissent contribuer à l'intensification des problèmes existants. Et les problèmes, j'en parlais un peu plus tôt, c'est les problèmes qui sont liés à l'inconduite en recherche. Donc, ce qu'on craint ici, c'est pas de créer un nouveau problème. Ce qu'on craint, c'est qu'en offrant ces nouveaux outils là, extrêmement sophistiqués et très puissants, là, vous en conviendrez, ce qu'on craint, c'est que celles et ceux qui ont déjà été tentés de contourner les idéaux et contraintes de la recherche, que celles et ceux qui pourraient être tentés de contourner, c'est de tourner les coins ronds, ce qu'on craint, c'est que le problème
existant, ben, ce qu'on craint, c'est que ça s'intensifie et que ça s'aggrave. Puis au passage, que ça mine ou que ça mette à mal la confiance du public envers la science et ses institutions. Écoutez, c'est ça notre thème cette année. Hein? C'est pas mal du tout. Hein? Donc, ce que je vous propose, c'est deux discussions. Donc, ce sera en deux épisodes, un cette semaine, l'autre la semaine prochaine. La première, c'est une discussion avec Laure, donc Laure Soulier. Donc, cette semaine, ce sera l'entrevue avec Laure. La semaine prochaine, une autre discussion avec Ève Gaumont, que vous connaissez bien. On va aborder les mêmes thèmes. Commençons avec cette entrevue avec Laure Soulier. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue au podcast La science dont vous êtes le héros, votre hôte Jean-François Sénéchal, prof chargé d'enseignement ici à l'Université Laval. Nous sommes à Québec, au Québec, Canada. Bienvenue à votre podcast sur la science, la recherche en sciences et surtout sur celles et ceux qui défendent les idéaux de la recherche dans nos institutions académiques. Aujourd'hui, nous accueillons. C'est un honneur de recevoir une chercheure maître de conférences à l'Université de Sorbonne, une experte en intelligence artificielle. Elle est aussi associée à l'ISIR, donc l'Institut des systèmes intelligents et de robotique. Laure Soulier est avec nous. Bonjour Laure. Bonjour. Ça va bien? Merci pour l'invitation. On a réussi à se rejoindre finalement là, de l'autre côté de l'Atlantique. Ça cause toutes sortes de soucis d'horaire, mais là, on est là. Donc, Laure a accepté d'être présente aujourd'hui. Je la remercie encore. On l'avait invitée, en fait, à notre panel d'ouverture de la semaine sur la conduite responsable. Donc, elle aurait aimé être là. Donc, rappelons le thème de notre panel d'ouverture. Ce sera le 1er mai prochain. Ce sera jour férié en France, d'ailleurs, le 1er mai prochain. Je l'ai appris dans mes échanges avec Laure parce que justement, là, ça explique pourquoi elle ne pourra pas être là. Notre premier panel, ce sera un panel sur ChatGPT, le mensonge, la vérité, mais surtout sur la recherche universitaire. Donc, on aurait bien aimé avoir Laure lors de cette ouverture du panel en question, mais voilà, il y a jour férié, puis elle ne pouvait pas être là. Et je me suis empressé de communiquer avec elle en disant, t'étais en haut de notre liste, puis ce serait le fun de pouvoir t'avoir au moins audio. On a un podcast d'accompagnement. Puis je me suis dit, mais je vais au moins l'inviter. On va avoir cette discussion-là par podcast. Alors, on a la chance d'avoir une experte du domaine. Donc, pourquoi pas prendre le temps de prendre un café ensemble ce midi puis discuter un peu des thèmes qui s'en viennent, là. Donc, on est à quelques semaines de l'événement. Puis, honnêtement, notre thème, on tente encore de le définir. C'est ça aussi, une conférence de cette nature-là. Là, on essaie de comprendre, saisir notre thème, l'expliquer aussi à nos participants et nos panélistes qui vont être là. Donc, merci encore, Laure, d'avoir accepté de nous aider à faire un petit peu de lumière sur notre thème cette année. Merci de m'avoir proposé ce plan B, puisque je suis ravie d'échanger avec vous et du coup de participer indirectement à votre semaine. Non, c'est vraiment apprécié. Là, c'est quelque chose de précieux. Commençons par faire une présentation en bonne et due forme. Donc, Laure a un PhD, donc un doctorat en informatique, une majeure en statistique, je lis information décisionnelle, donc une experte en intelligence artificielle. Vous l'entendrez parler de machine learning, là, ça s'en vient, mais apprentissage machine, deep learning, donc apprentissage profond, on parle d'intelligence artificielle. Si vous n'êtes pas familier avec ces expressions-là, dites-vous que c'est de l'informatique là, de haute voltige, puis voilà. Donc peut-être que si ces expressions-là, vous les connaissez moins,
Vous connaissez sûrement là, d'autres mots que vous allez entendre aujourd'hui dans ce podcast. Mais ChatGPT, DALL-E, les LLM, donc les Large Language Model. Donc ça fait partie des outils, des expressions. C'est un peu dense tout ça, mais finalement, pour vous, ce sera de vous rappeler qu'on parle d'outils comme ChatGPT. Laure, est-ce que vous connaissez ChatGPT? J'ai eu l'occasion d'interagir avec ChatGPT, mais je peux dire que je travaille sur les techniques à la base de ChatGPT depuis un petit moment maintenant. Donc, je Oui, le qui ne découvre connaît avec pas lui. Voilà. qui ne connaît pas ChatGPT, en tout cas moi, Voilà. mes réseaux sociaux là, sont bien, bien comblés de ces petites Oui. saisies d'écran là, où on se moque, où on célèbre un peu ChatGPT à notre manière. Donc, toi, tu connais bien ChatGPT, tu as participé tu travailles là-dedans, concevoir ce genre d'outils. Comment on arrive avec une expertise de la sorte? Est-ce que pour toi, au début, ChatGPT, DALL-E, est-ce que c'était des outils comme ça que tu avais en tête lorsque tu as commencé à faire de la recherche là-dedans? Est-ce que c'était quelque chose que tu imaginais ou c'était autre chose? Alors, moi, j'ai toujours travaillé sur une thématique autour de l'accès à l'information, donc faciliter un petit peu l'accès aux informations, alors surtout textuelles, hein, mais l'accès à l'information pour les utilisateurs. En Mhm. premier lieu, ça s'est traduit par les moteurs de recherche, donc une OK. technologie qu'on appelle la recherche d'information, où on modélise les algorithmes pour faire l'ordonnancement des documents quand vous tapez votre petite requête sur le moteur de recherche. Donc ça a été le sujet de ma thèse, de travailler sur ces algorithmes-là. On est dans Et puis, quelles années, là, cette thèse-là, là? on est en 2011-2014. Ah, voilà, on a fait notre Voilà. thèse au même moment. On le Ah, savait pas, très mais bien. à cette époque-là, on avait mal à C'est la tête parfait. de la même façon. Exactement. Donc voilà, du coup, jusqu'à 2014, j'ai principalement travaillé sur de la recherche d'informations. Et puis après, quand je suis arrivée en 2015, donc à Sorbonne Université en tant que maître de conférence, donc là, j'ai ouvert un petit peu mon champ de recherche en travaillant plus largement sur du traitement automatique du langage. Donc, on va dire le domaine peut-être un petit peu méta autour de la donnée textuelle. Et comme j'avais atterri dans une équipe de machine learning, j'ai abordé ces domaines sous l'angle du machine learning. Et si on revenait un petit peu en contexte, en 2015, on est dans le gros boom des réseaux de neurones. Oui, Puisqu'en 2012, il y a eu cette compétition ImageNet dans le domaine académique où l'objet c'était de classifier des objets dans des images. Mais il y a des chercheurs qui ont utilisé une approche basée sur les réseaux de neurones, à l'inverse de ce qui était fait jusqu'à présent, où on définissait des caractéristiques à la main et puis on avait des algorithmes qui étaient un petit peu différents, où là, il y a eu des performances très, très intéressantes. Donc, ça a été un petit peu un tremblement de terre, on peut dire, dans la communauté. Et à oui, partir dans de les ce médias moment-là, aussi, là, je dirais ici, exactement, c'est ce moment-là où vous avez commencé. Ici au Québec, c'est Joshua Bengio. exactement. J'imagine qu'en France, ça doit être Yann Lequin, peut-être. Il y a Yann Lequin, oui, également, hein, Yann Lequin qui était là. Donc, c'est le boom. Ça se développe en intelligence artificielle. voilà. J'imagine qu'au début de la thèse, on dit intelligence artificielle, on ne sait pas exactement ce qu'on Non. fait, alors qu'en 2018, quelqu'un qui dit, moi je travaille en intelligence artificielle, on a l'impression qu'on sait un peu ce qu'il Voilà. fait. Là. Même un réseau de neurones, je pense qu'on savait pas trop ce que c'était. Et puis, Oui, forcément, on s'y est acclimaté. Alors, ça existait avant, hein. Il faut pas dire que c'est tout nouveau mais non, et que ça n'existait pas avant 2012-2014. Ça existait, hein. Puisqu'on parlait de Yann Lequin, Benjo, ils ont fait des thèses et des travaux de recherche bien mais avant bien les années avant, 2000. bien avant, mais avant qu'on Oui, connaisse leurs travaux, que ça soit. oui. C'est quoi qui s'est passé? Comment ça fait que leurs travaux, tout à coup, ils ont percé? On était capable de les appliquer? Est-ce que c'est la jonction entre leurs travaux et d'autres travaux? C'est quoi qui fait que tout à coup, ça. Parce qu'on le sait, ça fait quasiment 20 ans que leurs travaux étaient là. Je Oui. regardais les articles, ça fait longtemps que c'est là, mais tout à coup, Ouais. les réseaux de neurones, on se dit, ah, il y a quelque chose d'intéressant là, si on le combine peut-être à quelque chose. C'est quoi qui se passe à l'époque? Bah, justement, je pense que c'est cette compétition ImageNet qui a fait un petit peu le tremblement de terre. Jusqu'alors, on regardait un petit peu les réseaux de neurones comme des choses obscures
où on n'arrivait pas trop à comprendre ce qui se passait dedans, bien que Yann Lequin, il est connu sur ses travaux notamment de lecture automatique de chiffres pour la lecture de chèques. Donc c'est un peu, il a quand même réalisé des choses avec des réseaux neurones. Il a démontré que ça marchait, mais ça a été un petit peu décrié justement pour ce côté un petit peu obscur, on va dire, bien que on peut toujours aller à l'intérieur de ces boîtes-là. Mais je pense que justement, la grosse explosion, ça a été ImageNet, où là, il y a eu vraiment cette rupture, où on est passé de 25% de taux d'erreur sur de la classification d'objets dans des images à En 15%. gros, c'est ça. Le concours, Voilà. c'était, on cherchait une façon d'informatiser la reconnaissance d'images. On dit, on regarde des images. Nous, on est c'est facile de les classer. Là, c'est un chat, c'est un chien, c'est un chat, c'est un chien. Exactement. Mais on demande à des ordinateurs, ben, faites la même tâche. Puis quand on a été capable de concilier ça avec les réseaux de neurones, ce genre de travaux-là, on s'est rendu compte que non, c'est quelque chose d'important qui se passe. On est passé de 25% de taux d'erreur à 15%. Et donc forcément, en termes d'industrialisation d'algorithmes, on s'est dit quand même 15%, ça commence à être raisonnable en termes ça commence à être raisonnable en termes d'erreur. Et puis au fur et à mesure, bien sûr, les gens s'y sont attelés à essayer d'améliorer ces réseaux de neurones. Et puis maintenant, on a des performances avec des taux d'erreur extrêmement minimes, en dessous de 5%. Et donc forcément, le côté de l'industrialisation, de la mise en pratique de ces algorithmes, forcément, donne un engouement autour de ces pratiques. Et puis, en termes de recherche, il y a des choses très passionnantes à faire. Vraiment. Puis ça, on parle c'est ça, de classification d'images, mais les LLM, donc les modèles de langage, d'automatisation du langage, ça se développe à quelle époque? Parce que ChatGPT, c'est ça, c'est le petit bébé là, qui résulte de toutes ces années-là de travail. Là. On en entend parler maintenant, mais en fait, le premier modèle de langue basé sur les réseaux de neurones, c'était 2003 par Bengio. Donc 2003, vous voyez, on est bien avant 2012, le gros tremblement de terre visible par la communauté. Oui. Et donc c'était un des premiers modèles où justement l'objectif, c'était de construire un espace un petit peu abstrait où on projette les mots dans cet espace et on les modélise par des vecteurs. Et on va calculer ces vecteurs, en gros, en maximisant la probabilité d'un mot, sachant les mots qui ont été avant dans la phrase. Et en gros, indirectement, on est en train d'essayer de déduire la sémantique des mots. Alors, ça, c'est fou début, comme concept là, de dire qu'on n'écrit pas le langage en fonction de ce qu'on veut dire, comme nous, mais lui, il essaye de juste prédire le mot qui s'en vient, la phrase qui s'en vient, le bout de texte, sinon le texte qui devrait être rédigé dans la suite de votre question, peut-être. Donc, il y a un calcul vraiment probabiliste là, pour le sens commun. Là, il y a quelque chose de choquant, même. Voilà. Et si on fait un bond en arrière de 20 ans, puisqu'on avait 2003 Bengio avec son modèle de langue, et puis si on regarde 2023 avec ChatGPT, le principe c'est toujours le même, c'est toujours de prédire la probabilité du mot suivant. Donc on est toujours sur des mêmes choses. Après, bien sûr, les architectures ont changé, les façons de construire ces modèles également ont évolué, mais on est toujours sur ce même principe. Et c'est ça qui est assez rigolo. C'est rigolo, puis j'en discuterai avec toi, Laure, pendant des heures. Là. Je trouve que c'est quand on se met à réfléchir ou à approfondir comment ça fonctionne, ChatGPT, puis ce genre d'outils-là, que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Mais j'aimerais faire avec toi le pont avec notre thème de panel cette année. Donc, notre panel 1, c'est, on souhaite te parler avec nos chercheurs de ChatGPT, mais appliqué au monde de la recherche. C'est-à-dire que, pour l'instant, le débat là, dans les communications publiques, là, dans le débat public, on parle surtout de triche, mais triche des étudiants. Donc là, ChatGPT, les étudiants vont commencer à utiliser ChatGPT. Mais notre angle, c'est aussi de penser aux chercheurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste, dans une université, il n'y a pas juste des étudiants, il y a des chercheurs aussi. Puis, avec un outil comme ChatGPT, donc bien avant ChatGPT, il y a plusieurs chercheurs qui se faisaient prendre à mentir, des fois un peu peut-être, là, donc inventer un peu des données de recherche, à plagier un peu. J'ajoute un peu là, pour qu'on comprenne que c'est pas toujours
noir et blanc. Là, donc, mais toutes sortes de comportements qui semblent bien loin là, des idéaux de la recherche. Donc, lorsqu'on regarde des outils comme ChatGPT, GPT-4 aussi maintenant, là, qui vient de fait 2 semaines, là, qui est en train de rouler. Là. Donc, on imagine très bien que, et pourquoi pas, qu'un chercheur, un étudiant aux études supérieures, ben, ça peut devenir tentant peut-être pour lui ou pour elle de faire générer justement du texte qui pourrait avoir les apparences, puis respecter même les codes rédactionnels. Là, c'est compliqué écrire un article scientifique, mais avec des outils comme ça qui sont capables d'écrire automatiquement, de prédire à quoi ça pourrait ressembler un article scientifique ou le prochain mot que je devrais utiliser. Ça pourrait être. Est-ce que ça pourrait pas être tentant en recherche, Laure, pour des chercheurs d'utiliser ce genre d'outils-là en recherche? Évidemment. Alors, plusieurs choses. Moi, je travaille par exemple sur le data to text, c'est-à-dire à partir de données textuelles, arriver à résumer ces données textuelles. Et quand on a commencé à travailler sur cette problématique en 2017, on rigolait beaucoup dans les réunions en se disant, ben, on va maintenant arriver à générer la description de nos tableaux de résultats avec ça. Bon, c'était peut-être une idylle qu'on avait, mais en fait, pas tant que ça. Non. Puisque une année après, on a appris qu'il y avait déjà des chercheurs qui commençaient à faire de la génération d'articles automatiques. Donc, en fait, on n'était pas si loin de la vérité, et si bien qu'il y a des papiers qui ont été générés par de l'IA, qui ont été envoyés à des conférences, à des comités de programme pour être évalués. Donc, Wow. c'est-à-dire que nous, quand on crée un modèle, quand on fait une contribution en recherche, on écrit un article scientifique et puis on soumet ce papier à un comité de programme pour être présenté dans la conférence. Et donc des chercheurs ont fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont généré un article avec une IA et ils ont soumis ce papier au même processus que nous quand on écrit nos papiers de façon manuelle. Est-ce que les papiers ont été acceptés? Les papiers ont été acceptés. Donc pour montrer que quand même on est très proche de la réalité quand on fait ce genre d'article. Après, je tiens à préciser, les chercheurs ont retiré l'article de la conférence. C'est une proof of concept. Là, Voilà. On a testé le système. Exactement. C'était pour expérimenter si le système permettait vraiment de faire des articles qui permettaient de... Faites attention, c'est possible. On vient de vous le démontrer. On a soumis un article, puis vous l'avez accepté. Est-ce qu'on peut imaginer aussi lors des utilisations qui seraient un petit peu plus acceptables? Est-ce que... j'imagine que c'est des outils, ils n'ont pas été développés juste pour mettre le feu dans le système. Non. Donc, j'imagine qu'il y a des utilisations qui pourraient être intéressantes. Bien sûr, comme tous les outils, ça dépend bien entendu de l'usage que les humains en font. Et après, ça, c'est notre propre responsabilité. Ce qu'ils en ont fait, eux, montre qu'on peut duper le système, mais après, il y a eu leur intégrité scientifique qui a montré qu'ils ont retiré l'article et donc ils ont eu cette honnêteté de le faire. Donc ça, bien sûr, sur cette partie-là. Mais après, ces systèmes, le fait d'arriver à générer des articles d'aussi bonne qualité montre qu'on peut aussi les utiliser en recherche pour améliorer aussi notre écriture quand on fait de la rédaction de projet, quand on fait des comptes rendus. On est sur des choses qui sont quand même assez systématiques et on peut aussi imaginer des usages où nous, on donne le contenu, on précise quel contenu on veut avoir et puis on demande à ChatGPT de réécrire un petit peu le texte avec un style un peu plus approprié, etc. Où là, on garde quand même l'essence du contenu qui est le nôtre et puis on a un outil qui ça aide nous à améliore. produire. En tout cas, moi, je l'ai utilisé... un peu. C'est-à-dire, j'ai testé, ma langue, c'est le français, là, donc l'anglais, je suis capable d'écrire en anglais, je suis capable de parler en anglais, mais c'est pas ma langue maternelle. Donc, des fois, j'écris, puis là, je me dis, je l'ai soumis à ChatGPT en disant, toi, tu proposerais quel genre de modification? Puis là, il me proposait des modifications, puis je faisais, ah, ben oui, ou ah, ben non. Des fois aussi, là, mais des fois, il proposait des mots, je trouvais que ça n'avait pas rapport avec le milieu, mais néanmoins, sur la syntaxe, tu vois que, OK, peut-être qu'il en a lu peut-être plus que moi. Il a lu des centaines de milliers de textes écrits en anglais. Là. Donc, peut-être que là-dessus, il pourrait m'aider.
Ben, c'est ça, je pense qu'un des points clés dans l'utilisation de ChatGPT, c'est le contrôle qu'on va en avoir. Hmm. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre ce qu'il raconte ou ce qu'il dit comme Comme argent tel. comptant, hein, Hmm. tel quel, mais par contre avoir une relecture derrière et s'en servir comme base. En fait, pour moi, ça peut servir déjà en termes d'initiation de quelque chose, quand on veut faire un devoir ou ce genre d'article, notamment pour les étudiants, hein, essayer d'identifier quels sont les concepts clés et puis ensuite aller chercher dans d'autres sources pour raffiner ces concepts clés, c'est un usage. Et puis après, on peut l'utiliser où nous, on lui donne du contenu et essayer de le traduire, de changer de style, etc. Hmm. Et toujours en vérifiant derrière, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Oui. une machine et qui ne fait que prédire des probabilités Oui, de puis mots. ça, on est bon pour vérifier derrière, Oui, passer par. Moi, ça m'avait entre autres permis de passer à travers la page blanche. C'est-à-dire qu'on part, au lieu de partir d'une page blanche, on part d'une page grise. Donc, le texte qui est généré, bon, tu vois qu'il y a des imperfections, mais en même temps, on part de quelque part, on ajuste, on documente, on enrichit, puis là, il y a quelque chose qui peut se passer. c'est ça, c'est ça. L'enrichissement et le contrôle, il faut avoir en tête que peut-être que dans le texte qu'il va générer, il ne donne pas toutes les informations. C'est une base de travail et donc après, forcément, il faut peut-être aller chercher ailleurs d'autres informations. Mais oui, ça permet au moins de débuter quelque chose. Et en ça, c'est intéressant. Je voyais sur les réseaux sociaux, tu as peut-être vu circuler ça sur les réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux. LinkedIn, là, assez spécialisé, là, c'est des auteurs, des scientifiques, des chercheurs qui se sont mis à citer ChatGPT comme auteur. Euh, c'est quoi que tu penses de cette idée-là, là? C'est quoi que ça devrait être le statut pour un chercheur? ChatGPT, ça devrait être qui ou quoi, là? Comment on le cite? Dans les remerciements ou c'est un outil dans matériel et méthode? On le cite où, là? Alors là, c'est compliqué. Je pense qu'il faut revenir à l'essence de ChatGPT et se dire que ChatGPT, comme on a dit tout à l'heure, hein, tu l'as dit, il a vu des millions et des millions d'articles sur le web, il a vu un certain nombre de données textuelles et à partir de là, il a juste été entraîné à prédire la probabilité d'un mot. Et en fait, quand on lui demande de générer du texte, lui, il reproduit le même principe en prédisant la probabilité d'un mot et donc construire la phrase, mais il n'a aucune conscience si ce qu'il nous raconte est recopié d'un texte qu'il a vu ou si c'est qu'il y a une nouvelle phrase qu'il crée. On n'a aucune information là-dessus et on ne sait même pas s'il prend des bouts d'informations de quelque part, d'où ça vient. Oui. Et donc, en gros, quand on met ChatGPT en auteur, la question c'est comment il a prédit tout ça. Et là, on n'a aucune connaissance sur si c'est lui qui a créé l'information. Et encore, je ne sais pas si on peut parler de création, hein, c'est encore un grand débat. Ou s'il l'a recopié de quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que si moi je mets ChatGPT en auteur, est-ce qu'en fait, je peux réfléchir encore en arrière et est-ce qu'il ne fallait pas que je cite aussi les gens qui ont permis d'entraîner ChatGPT et qui lui permettent de répéter ces informations. Oui, parce que ça, c'est Donc plus forcément, il y a naturel là, un... sur le réflexe des chercheurs, là. C'est-à-dire qu'on affirme quelque chose, puis tout de suite, entre parenthèses, ben, il y a les auteurs, alors que ChatGPT Oui, est incapable, c'est pas, il n'a pas été entraîné à faire ça, là. Il n'est pas capable de retracer exactement où il a pris sa source. Il est capable de prédire des bouts de phrases, mais la phrase en tant que telle, ou l'idée en tant que telle, même ce concept-là de l'idée, c'est pas ça qu'il fait, là. Il essaye pas de retracer non plus les idées. alors Euh, ChatGPT ne le fait pas, mais WebGPT est entraîné dans cet objectif-là pour arriver à générer du texte et y associer des sources d'informations qu'il a déjà vues. Et donc là, on retombe Dans une sur ce logique principe-là. dans Voilà. une logique qui ressemble Mais un peu à la nôtre, là. voilà, mais en aucun cas, lui, par exemple, quand il va citer une phrase, nous, si on cite une phrase extraite de notre article ou d'une autre page, on va mettre des guillemets et puis après, on va faire la référence. Lui, on n'a aucune certitude qu'il va mettre des guillemets à chaque fois qu'il reproduit une séquence de mots ou une séquence de phrases qu'il a vues Même, il ailleurs. peut inventer carrément Voilà. des citations. Si on lui Et dit, en plus, il va peux-tu ajouter inventer. des citations? OK, il en invente. Puis ça ressemblerait à ça, une citation. Donc, il faut être Exactement, il peut extrêmement reprendre des noms prudent. d'auteurs, il peut identifier des titres à peu près plausibles, et donc c'est sûr que voilà. Mais après, il y a des conférences qui se sont aussi clairement positionnées à demander aux auteurs de ne pas citer ChatGPT
Ah comme oui. auteur des Mm. papiers. Donc, il y a carrément des conférences qui se sont positionnées là-dessus. Je Vraiment, pense j'ai que... lu un article Mm, c'est dans Nature là, qui demandait d'arrêter ça. Là. C'est-à-dire que ça va faire là, de citer ChatGPT comme mm, auteur. Là, des fois, on a tendance à citer à peu près tout le monde et n'importe qui comme auteur, mais ChatGPT, non, c'est peut-être même une incompréhension de ce qu'est un auteur là, lorsqu'on on cite ChatGPT. Donc, ben, c'est ça. Dans certains articles, on le dénonce. Tu disais que dans certains congrès, certaines communications faisaient la même chose. mm, mm. Oui, oui, carrément, ça a été demandé de ne pas citer, éventuellement de le mettre en acknowledgement, je crois, donc sur la partie remerciement, mais pas en tant qu'auteur. Je pense que tout le problème, c'est d'arriver à définir qu'est-ce qu'un auteur. Ben, c'est ça. Mm. Un auteur dans un article scientifique, c'est quelqu'un qui a produit quelque chose, qui a construit de la connaissance, que ce soit au niveau des modèles, au niveau des expérimentations, du code et aussi de la façon d'écrire et de raconter le fil conducteur du modèle. Est-ce que ChatGPT il produit quelque chose ou du moins il a conscience de produire quelque chose? Nous, quand on le fait, on a cette conscience de la création de la connaissance. Est-ce que lui, il est conscient de tout ça? Non, parce que de toute façon, ce Non. n'est pas un être humain. Il y a rien de, de lié à un cerveau dans ChatGPT, hein, ça c'est clair. Mais Puis il y a l'imputabilité aussi, c'est-à-dire que oui, habituellement, dans l'authorship, tu sais, il y a le contenant, le contenu, puis la responsabilité. Là. Donc, mm, il y a une personne qui est responsable du contenu, exactement. des idées, il y a quelqu'un qui est derrière, qui a pensé. Le contenant, donc il y a quelqu'un qui a rédigé. Puis habituellement, l'auteur, il faut qu'il ait participé à la rédaction et au contenant et au contenu. Puis en plus, la responsabilité, c'est-à-dire que s'il y a une erreur, s'il y a un problème, ça pourrait être quelqu'un qui lève la main, qui dit c'est moi qui est responsable, c'est pas ChatGPT qui va lever la main, qui va dire c'est Exactement. peut-être moi qui ai fait une erreur. On se retourne C'est vers ça. qui, là? Très intéressant. Donc, des outils, l'authorship, on en a entendu parler. Des outils ChatGPT, donc ça génère du texte, on est là-dedans. Mais aussi des fausses images scientifiques. Ici, on parle davantage de deepfake. Hein. Deepfake, c'est un mot qu'on entend, mais aussi de deepfake science, c'est-à-dire que là, c'est une coche de plus. Là. On va avec des images scientifiques, puis des outils qui nous permettraient de générer des images scientifiques aux apparences de science. Laure, est-ce que tu as entendu parler de ce genre d'outils? À quoi ça ressemble les outils, puis comment on s'y prendrait, là? Alors, les images scientifiques, je n'étais pas tout à fait au courant, mais de la génération de fausses images, on en entend parler Ah depuis un oui. moment. C'est tout simplement la génération d'images, hein, où là, on est en... Alors, comment on arrive à ces systèmes? On utilise ce qu'on appelle souvent de l'entraînement adverse, où on va entraîner un modèle à générer des images, et puis à côté, on va brancher un deuxième modèle pour discriminer les images. Donc, c'est-à-dire qu'on va lui présenter soit des vraies images, soit des fausses images, et on va demander à ce système, est-ce que l'image que je te présente, c'est une image vraie ou c'est une image fausse? Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de ce que le discriminateur va retourner, ben, le générateur d'images va affiner un petit peu sa génération d'images. Et donc, ces deux systèmes vont se renforcer pour l'un mieux discriminer quand on lui retourne des fausses images de meilleure qualité au fur et à mesure de l'entraînement, et puis l'autre améliorer la génération de ces images. Et donc le principe, c'est souvent celui-là, hein, qu'on a sur la génération d'images, donc on appelle Donc, les deux l'apprentissage systèmes, ils se adverse. parlent. Il y en a un qui produit des Ouais. images, l'autre, il dit, ben, c'est réaliste, mais pas assez. Puis Voilà, l'autre, il se réajuste. Puis on pourrait imaginer voilà. un système qui ressemble à ça pour générer des images scientifiques. Il y a un Oui. système qui génère des images, je sais pas si vous avez déjà vu des gels d'électrophorèse, là, mais c'est souvent ce qu'on voit circuler là, dans les images qu'Elisabeth Bick fait circuler. Là. Donc, on voit des images, puis on peut imaginer un autre système qui dit, oh, ouais, ça pourrait être plus réaliste, puis tranquillement, le système fait des images qui sont de plus en plus proches de la réalité, de plus en plus
confondantes, c'est ça? Exactement. Exactement. Puisque quand on prend un réseau de neurones, il est constitué d'un certain nombre de paramètres. Donc des paramètres, c'est des variables. Si on fait, je transpose de façon très vulgarisée avec un modèle de régression linéaire qu'on étudie au lycée, par exemple, on a y est égal à ax plus b, et a et b sont les paramètres de cette régression linéaire. Et donc on a des a et des b, pareil, dans les réseaux de neurones. On en a plein, hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, on les initialise de façon aléatoire. On met des valeurs au hasard. Et donc, forcément, la première fois qu'on va utiliser ce réseau de neurones, il va générer une image totalement absurde, puisqu'on lui a donné des paramètres totalement aléatoires. Et puis, au fur et à mesure qu'on va le guider, donc soit avec le discriminateur qui va dire non, ton image, elle est fausse, ça se voit de suite, hein, par exemple, ben lui, il va venir bouger un petit peu les valeurs de ces paramètres-là, de ces A et de ces B, pour au fur et à mesure raffiner. Et donc forcément, c'est ce qu'on appelle l'entraînement, où là, on va raffiner les paramètres du modèle pour qu'ils produisent des images de meilleure qualité au fur et à mesure de l'entraînement. Et le discriminateur, pareil, il va avoir ces paramètres-là, et lui aussi va affiner sa façon d'arriver à discriminer les images. Et en gros, les deux systèmes vont se renforcer de cette façon. C'est vraiment performant, là. Donc, les deux systèmes, ils communiquent entre eux, ils s'améliorent. Puis les images générées, écoutez, si vous avez jamais utilisé des outils comme ça, vous avez peut-être utilisé ChatGPT, là, mais allez utiliser DALL-E, qui est peut-être le plus connu, mais Midjourney aussi, qui est un peu plus... L'interface est un peu plus... et moins amicale, je vais le dire comme ça, mais ça fonctionne super bien. Puis les images qui sortent... Cette semaine, je voyais, il y avait la rumeur d'une potentielle arrestation de Donald Trump. Puis, il y en a qui s'amusaient de générer des fausses images de l'arrestation de Donald Trump. Puis, certaines images étaient risibles, là, c'est-à-dire qu'il courait dans la rue avec des policiers. Là, tu dis, bon, ça se peut que ça soit pas exactement ça la réalité, mais d'autres images, tu avais vraiment l'impression qu'il était allé le cueillir sur le pas de sa porte à sa maison. Donc, des outils très sophistiqués qui peuvent se rapprocher de la réalité tranquillement, y compris en recherche. Voilà. Et on fait pareil pour de la génération de texte, hein. Quand on fait des fake news, c'est typiquement la même chose aussi, hein, sur les fausses informations textuelles. Oui, on y goûte déjà, puis le but, c'est de prévoir quand ça va commencer à se pointer un peu plus intensément en recherche. On ne souhaite pas ça. D'ailleurs, je ne veux pas en ajouter une couche, là, mais on parle aussi au début, tu parlais de faux articles. L'année passée, on a parlé des paper mills, donc des espèces de moulins à papier, là, des usines à production d'articles scientifiques. Vous voulez qu'on en produise des articles scientifiques? Il y en a qui en font une spécialité. Donc, qui nous envoient une invitation, on reçoit des petits courriels moyennant un certain prix. On va générer des articles automatiquement. Donc, j'imagine, est-ce que tu reçois des fois des courriels qui ressemblent à ça, Laure? On peut en recevoir, j'avoue que je ne les lis pas, puisque on voit très rapidement que ce sont des choses qui ne nous intéressent pas, et du moins, si on a une intégrité scientifique, on n'en veut pas. Donc, Mais sur 1000 chercheurs, c'est la loi des nombres aussi là, pour ce genre de hack-là. Là, il y en a peut-être juste un, deux sur le total qui vont répondre. Puis des fois, ça pourrait être suffisant pour nuire à la réputation des chercheurs, là. Bah, bien sûr, j'ai vu que l'an dernier, vous avez reçu aussi Guillaume Cabanac. Et Guillaume Cabanac, il est connu pour ses algorithmes de détection de phrases torturées qui mettent bien en avant justement qu'on retrouve ces articles-là où on a des mauvaises générations de bouts de phrases. Et donc forcément, on en retrouve. Justement, parlons-en là, des outils techniques. Puis les travaux de Guillaume sont vraiment intéressants pour ça. Là, on a là, on décrit le problème. Je pense qu'on l'a bien cerné. Des fausses images, du faux texte, potentiellement en recherche. On en avait parlé avec, c'est ça, Guillaume Cabanac. C'était pour nous autres, c'était l'épisode, je l'ai ici, l'épisode 21. On avait discuté de ses travaux. Les travaux de Guillaume, c'était partir à la recherche, regarder tout ce qui s'écrit là, avec des outils informatiques sur tous les articles scientifiques qui sortent, puis qui sont publiés, puis essayer de retrouver ce que lui appelle là, des petites phrases torturées, donc des bouts de phrases qui sont complètement étranges. Puis justement, pour lui, c'était des espèces de drapeaux rouges. On va aller regarder, ce mot-là, c'est bizarre, c'est sûrement pas un chercheur qui utilise ça.
ça doit être un genre d'outil informatique qui utilise toujours ce genre d'expression-là. Donc, à partir de ces drapeaux rouges, aller voir ce qui se passe. Donc, ça, c'est un outil vraiment intéressant. Est-ce qu'on peut penser, Laure, à d'autres outils comme ça? On parlait de adverse. C'était quoi Les l'expression? méthodes adverses avec leurs discriminateurs Adverse, sont j'imagine qu'on travaille aussi sur des outils techniques où on peut aussi détecter les fausses images, la fraude, le texte. J'imagine que ça, c'est l'outil technique sur lequel on tente de plancher. typiquement le discriminateur qu'on apprend en même temps que le générateur, on peut très bien isoler ce discriminateur et l'utiliser à des fins de détection de fausses images ou de faux textes. Ils sont justement entraînés dans ce but. Le fait de pouvoir générer des phrases est bien sur le côté générateur, mais l'autre va nous permettre d'avoir une finesse sur la détection. Après, bien sûr, comme tout système, il peut y avoir des erreurs. Mais d'ailleurs, il y a des systèmes qui sont sortis pour justement arriver à détecter des textes qui ChatGPT, sont issus de ChatGPT ou pas. ça Et donc, fonctionne, là? ils sont basés sur les mêmes principes, je pense, de l'apprentissage adverse. Ça, c'est pareil comme tout. Je rappelle que quand on est sur ces techniques-là, on est sur de la probabilité. Donc, quand même, il faut prendre les sorties avec des pincettes. Puisque Ben en oui. même temps, ils reproduisent l'écriture humaine et souvent, des fois, quand on voit les sorties de ChatGPT et qu'on est expert d'un domaine, on sait qu'il y a des erreurs à l'intérieur, mais en fait, n'importe quel autre humain qui n'est pas expert du domaine aurait pu écrire ce genre de phrase. Donc aussi, il faut quand même prendre avec des pincettes ces outils-là. J'ai l'impression que c'est une course, c'est perdu d'avance, c'est-à-dire qu'on avance, les systèmes vont être de plus en plus sophistiqués pour produire de fausses images, faux textes, puis les outils vont peut-être être de plus en plus sophistiqués pour les détecter, mais c'est une lutte à finir, là. C'est quand, on s'en sort quand, là, dans cette course-là, là? Oui, c'est sûr que les deux systèmes vont s'améliorer au fur et à mesure l'un et l'autre. Après, il faut quand même se dire que ce sont des systèmes utilisés par les humains et je reviens à l'usage que les gens en ont fait et vont en faire. Et en gros, c'est là que toute la responsabilité doit revenir, c'est sur les humains. Si on essaye de faire un petit peu le parallèle avec Wikipédia, quand Wikipédia est C'est vrai qu'il y avait apparu, au début, il y avait une levée de bouclier oui, aussi, hein? exactement, on avait les mêmes craintes en fait. On est juste en train de revivre la même chose que ce qui se passait quand Wikipédia est apparu, où on s'est dit mais c'est quoi ce truc? Ça va être la fin de l'école, les Même étudiants le ne début voudront plus y aller. d'Internet aussi, on refusait de Exactement, rentrer les ordinateurs dans les écoles en disant, ben, ils iront plus à la bibliothèque chercher du contenu, ils vont le prendre directement sur Internet. Aujourd'hui, on exactement. dit, ben, allez chercher sur Internet. Et on les utilise, on voit que ce sont des outils, ils se sont régularisés en termes de contenu, puisque au début de Wikipédia, il y avait un peu de tout et n'importe quoi, et puis au fur et à mesure, il y a des techniques qui ont été mises en place pour justement renforcer la véracité des données. Et puis après, il y a aussi une régularisation au niveau de l'usage qu'on en fait. On a bien vu que ça n'a pas remplacé l'école, et on a bien vu que même à Hmm. l'école, des fois, les étudiants regardent Wikipédia, il n'y a aucun problème là-dessus, et tout ce qui se passe au-dessus, c'est-à-dire tout ce qui est création de connaissances à partir de tout ça, c'est fait par l'humain. Et on voit que comme ChatGPT, c'est un outil de base qui sert à amorcer une recherche de connaissances, et puis derrière, c'est l'humain qui construit la façon dont il le raconte, la façon dont il le croise avec les autres données. Et je pense qu'on est sur la même chose actuellement. ChatGPT, ça fait un gros tremblement de terre sur le grand public, parce que forcément, pour les gens, c'est nouveau, mais à un moment donné, on va arriver à comprendre, et c'est en ça, je pense que c'est important d'expliquer comment ça fonctionne, pour que les gens aussi dédramatisent la chose. ChatGPT n'a pas de cerveau, n'est pas en train de remplacer un humain. C'est un petit peu la crainte que les gens peuvent Ah oui, avoir quand on celle-là, cette regarde des... crainte-là, là, je commence à être épuisé Voilà, la singularité là, dans les médias. Là. Tout à coup, il m'a parlé. Non, voilà.
Ça marche Non, pas de non, même. c'est ça. Voilà. Donc, et je pense qu'au au fur et à mesure, les gens vont comprendre. Et puis, on va l'adopter. On va s'apercevoir qu'il a des côtés positifs parce que bon, depuis tout à l'heure, on parle des côtés un petit peu négatifs sur la recherche, mais il a quand même des côtés assez intéressants qui peuvent faciliter la vie des gens et puis aussi qui peuvent aider à améliorer les modèles. Hein. On n'en a pas parlé, mais on utilise aussi les gros modèles de langue tels que ChatGPT pour améliorer encore plus les modèles d'intelligence artificielle. Donc il y a aussi un biais bénéfique dans tout ça. Et forcément, ça va se réguler. Enfin, nous, on est assez confiants, on va dire, mais il faut éduquer, il faut sensibiliser, et puis il faut être conscient Ben un petit voilà. peu des usages. Puis, ben c'est ça, c'est-à-dire que les outils sont là, mais à la fin, dans ce que tu dis dans ton discours, il y a toujours l'idée qu'à la fin, ce sont des outils, ça dépend des humains, ça dépend, à la fin, il y a des hommes, des femmes qui sont des chercheurs, ça repose sur eux, là, l'intégrité, et non pas sur ces outils. Or, ces humains, ces hommes, ces femmes, ben, je le disais en introduction, il y en a certains qui, sur la masse, sur le nombre, il y en a certains là, qui pourraient être tentés. Puis les causes, on les connaît bien, là. C'est-à-dire que la pression de publication, écoutez, si vous êtes en recherche, puis vous n'avez jamais entendu cette expression-là, donc pression de publication, pression d'agrégation, des fois c'est le manque de compétences langagières. Tout à l'heure, là, j'en parlais. Donc la maîtrise de l'anglais. Il y a des causes, puis on va toujours finir par voir un certain pourcentage, le plus faible possible, de chercheurs qui pourraient être tentés de plagier, copier, inventer peut-être un peu, je précise, là, un peu quelques données ou donner le coup de pouce qui peut-être les aiderait. Euh, on a parlé des outils techniques pour nous aider à lutter contre ce genre de tentation-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces humains-là pour essayer de diminuer cette tentation de quoi on a besoin? Qu'est-ce que nos institutions peuvent faire, mettre en place, Laure? C'est une grande question. Ah oui, Je c'est la pense, je pense, question de notre semaine depuis des années, là. je pense que il faut quand même mettre en relief que les gens qui trichent ou qui sont tentés par ça, ils n'avaient pas besoin de ChatGPT pour le faire. Hein. Il y avait déjà ce genre de pratique avant Hmm. que ChatGPT sorte, que l'IA sorte. Il y a des gens qui falsifient les résultats dans les tableaux et qui écrivent n'importe quoi, et c'est pas ChatGPT qui a écrit les chiffres. Hein. Mhm. Donc je pense que c'est avant tout une démarche d'intégrité scientifique où là, c'est important éventuellement de faire des formations, de rappeler et de sensibiliser les chercheurs et puis tout le monde, hein, le grand public, à justement cette intégrité. En tant que maître de conférence, professeur, tu dois avoir aussi cette responsabilité où tu encadres des doctorants, tu encadres des Hmm. étudiants en master, etc. Et on a ce rôle aussi là de leur apprendre à bien faire de la recherche, à faire de la recherche qui soit propre, le plus juste possible. On fait toujours du mieux qu'on peut. Ben oui. Des fois, on fait des erreurs, Ah, mais l'erreur, ça fait partie du jeu, hein. voilà, ça fait partie du jeu. Le tout, c'est de ne pas la faire consciemment. Et du coup, de reporter ce qu'on fait le plus fidèlement possible, de reporter les résultats également, la méthode et les résultats le plus fidèlement possible. Et donc, je pense que en tant que chercheur, on a ce rôle-là d'éduquer les futures générations à avoir une bonne démarche scientifique et du coup à avoir cette intégrité aussi derrière. Mais ça, c'est aussi pour tout le monde, pas que limité aux chercheurs. Hein. On parlait des fake news. C'est le grand public Oui, hein, qui va le grand utiliser public ces aussi. méthodes-là pour générer des fake news. Et donc, forcément, après, là, on a une histoire de conscience. Puis dans les institutions que tu as fréquentées, Laure, est-ce qu'il y a de la formation à ce genre d'enjeu? Parce que moi, dans les institutions que j'ai fréquentées, en fait, bien avant, pendant ma thèse, je trouvais que cette formation-là, on l'avait souvent dans une relation 1-1 avec un mentor, avec un groupe, dans un laboratoire. Souvent, c'est comme ça que c'est transmis, mais il n'y avait pas de formation ou de sensibilisation formelle, là, ce qui fait que si tu tombes dans un mauvais laboratoire, ça peut mal tourner ou on peut même t'enseigner, te faire prendre de mauvais plis, comme on dit ici. Laure, est-ce que dans les institutions que tu as fréquentées, à quoi ça ressemblait les gestes posés par les universités et Alors, les c'est vrai organisations?
Quand j'ai fait ma thèse, on n'avait pas ce genre de formation. Et bien sûr, comme tu dis, tout dépend de ton directeur de thèse et de sa façon à transmettre aussi, la façon dont il fait la recherche. J'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Mais maintenant, les écoles doctorales ont imposé aux doctorants le cours d'intégrité scientifique. Donc, on a ce genre de formation qui se développe de plus en plus. C'est un cours obligatoire? C'est un cours obligatoire. Wow. Puisque les doctorants en France, ils ont, alors certes, ils font leur recherche avec leur directeur de thèse, avec un certain nombre d'objectifs, mais ils ont l'école doctorale propose et indirectement impose, mais c'est pour le voilà, propose des cours de formation doctorale, alors qui peuvent être liés à l'enseignement, qui peuvent être liés à l'insertion professionnelle après la thèse, et entre autres là-dedans, il y a des cours d'intégrité scientifique et ceux-là sont obligatoires. Les autres, les doctorants choisissent suivant le devenir professionnel qu'ils veulent avoir et donc du coup se construisent une formation un petit peu à la carte, mais celle-ci est obligatoire. Et c'est quelque chose qui est intéressant. Et on développe aussi de plus en plus des cours d'éthique ou de sensibilisation justement à la gestion des données, éventuellement aussi dans les masters. J'ai des collègues qui sont spécialisés là-dedans, par exemple. Génial, c'est vraiment intéressant. Donc, un cours obligatoire, donc pas juste de la sensibilisation, un cours obligatoire, un cours donné au moins pour que ces étudiants-là, ces jeunes étudiants-là, futurs chercheurs, aient la chance de ne serait-ce que discuter de ce genre d'enjeux-là, là, pas juste autour de la machine à café, là, mais vraiment dans le cadre d'un cours encadré, lire sur ce genre de thème, voir un peu ce qui se passe, les outils, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour me mettre un peu à l'abri. Écoute, Laure, la table est mise, on a fait le tour beau thème cette année, donc ce sera notre thème du panel d'ouverture sur la conduite responsable. Le titre du panel, ce sera ChatGPT, évidemment. ChatGPT, hypertrucage et intelligence artificielle, 2 points. Le vrai du faux. Donc, ça, c'est le titre officiel. On s'est finalement entendu sur un titre. Puis, avec les invités, les panélistes, on va aborder exactement ce genre de thème. Donc, les problèmes, mais aussi les pistes de solutions, parce que, justement, les chercheurs impliqués ont souvent réfléchi aux enjeux, puis ont peut-être des pistes de solutions. Ce sera pour nous le 1er mai 2023. C'est un lundi. C'est un congé férié en France. En France. Ça, je le sais désormais. Donc, lundi 1er mai, jour 1 de notre semaine, donc panel numéro 1, notre semaine sur la conduite responsable. C'est à l'Université Laval. Et avec nous aujourd'hui pour mettre la table, c'était Laure Soulier. Merci encore, Laure. Ben, merci pour l'invitation et cette belle discussion. Et à vous, héros ordinaires et quotidiens de la conduite responsable en recherche, vous qui souhaitez peut-être assister à notre panel extraordinaire, allez voir les infos sur notre site sur la conduite responsable en recherche à l'Université Laval. Merci d'avoir écouté cet épisode de La science dont vous êtes le héros. Votre hôte Jean-François Sénéchal. On se revoit au prochain épisode. Allez, bye bye.